mettre la peinture dans un présent absolu, quoi, dans l'immédiateté. Christine Dans la Sagnier. représentation de la femme ici, en fait, on voit bien que c'est pas une femme idéale et qu'elle a justement à propos du tissu qui est là, on voit bien que c'est une femme déshabillée et toutes ces femmes sont la plupart du temps déshabillées, on les voit vraies, elles ne sont pas des muses. Ce sont toujours des femmes réelles, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette réalité, il la magnétise, quoi. Une sorte de beauté sublime, quoi. Dans les deux, le sommeil là qui est juste à côté, cette femme brune, cette femme blonde ensemble, rien que de regarder, on peut regarder des heures les deux visages endormis, tellement la magnétisation de la chair du visage, du corps, tout ça, est forte. Et bon, là, effectivement, c'est très travaillé. Mais si on regarde aussi autour, comme ici, comme le linge, c'est fait très vite. C'est-à-dire, il y a la modernité de Courbet à l'époque vient de cette idée qu'il faut arrêter de chercher la beauté ailleurs que dans la vraie situation où est le peintre. C'est-à-dire, je suis là, devant le paysage, maintenant. Et la lumière va changer. Donc, je peins à toute vitesse. Et c'est la plus grande beauté possible, celle-là, pour lui. Et c'est quand même une chose très, très importante. Et à l'époque, très nouvelle. Hein, quand on pense à Ingres, par exemple, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. Bon, on peut très bien dire, ah oui, Delacroix, quand même, il était là par derrière. Et d'ailleurs, Delacroix admirait énormément ce tableau. Il restait 1 heure devant quand Courbet l'a montré dans son exposition. Et il disait, c'est consternant qu'on ne voit pas le génie de ce peintre. Et il le voyait un peu comme un de ses héritiers, je crois, même. Bien que Courbet n'est pas un peintre romantique. Et c'est là où il est extraordinaire. Ça n'est plus la peinture romantique. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est cette lumière de fin d'après-midi, de jour qui tombe, qui était pour lui sans doute le moment pensif, le moment de silence, où la pensée apparaît comme une présence, j'ai le sentiment. Et aussi le moment de la volupté, bien sûr. Luxe, calme et volupté. Et c'est évident qu'un grand tableau comme celui-là, ça a dû lui prendre du temps. Et tenir la lumière d'un bout à l'autre aussi, avec cette unité symphonique, parce que ça baigne tous les personnages et toute la scène, cette lumière. C'est-à-dire que la seule perception possible totale du tableau vient de cette lumière qui porte la musique du tableau, si on peut parler de musique, qui fait le ciment tonal de cette symphonie. Et en même temps, ce qui est frappant, Bruno Montand, dans ce tableau, vous parliez du silence, c'est que malgré la foule, la quantité de personnages, il y en a au moins une vingtaine, on sent que personne ne parle. Et que même le personnage féminin donc, qui est debout derrière le peintre, qui a la tête doucement inclinée vers lui, qui contemple le tableau, contemple le geste aussi du peintre en train de peindre, personne ne dit mot. Le point central, c'est le bout du pinceau du peintre. C'est le point central du tableau. Et tout semble rayonner justement dans ce silence à partir de ce point central, comme une diffusion du seul bruit qui est le bruit du pinceau sur la toile. Tout petit bruit, mais qu'on entend. Vous parlez en peintre. Oui, moi je l'entends quand je peins. J'ai 2 mois et demi pour l'exécution, et il faudra encore que j'aille à Paris faire les nus. Si bien que tout compté, j'ai 2 jours par personnage. Vous voyez que je n'ai pas à m'amuser. J'ai envoyé la liste des tableaux que j'aurai à l'exposition. J'en aurai 14. Et j'ai compté pour les vôtres, mon portrait à la pipe et la rencontre. Quel dommage que nous n'ayons pu faire cette exposition pour notre compte. C'eût été d'un esprit large et nouveau, en dehors de toutes les vieilles idées du passé. Les peintres, à ce qu'il paraît, enverront tout leur bagage. Pour mon compte, je n'enverrai d'ancien que mon enterrement et mon portrait. Courbet, toujours plein d'espoir dans l'accueil des jurys. Pourtant,
Les démêlés avec la critique et le public des salons jalonnent l'histoire de sa vie. Ainsi, au salon de 1853, le tableau des baigneuses du bord de Seine fait scandale. Courbet a osé pointer en postérieur au premier plan de la façon la plus impudique. Théophile Gautier s'en prend à ce watteau de la laideur et prédit au tableau un grand succès en Turquie où les femmes se vendent au poids. Mais Courbet s'obstine. Il décide de montrer 11 toiles à l'exposition universelle de 1855, dont l'enterrement ornant ou l'atelier. Nouvel échec auprès du jury. On admet seulement le tableau de la rencontre, celui qu'on connaît aussi sous le nom de « Bonjour, Monsieur Courbet ». Alors de guerre lasse, il décide de mettre à exécution son projet d'exposition individuelle, une première dans l'histoire de l'art. De la part de Courbet, ce n'est pas la seule. Quand on voit l'enterrement ornant, quand on voit l'atelier, il y a aussi la volonté de peindre tout un univers avec des composantes très différentes, d'essayer de rendre quelque chose du réel, comme on dit. On parle toujours, à propos de Courbet, du début de la peinture réaliste, voire même naturaliste. Est-ce que cela vous semble des qualificatifs intéressants ou qui rendraient vraiment compte de la réalité de Courbet ? Naturaliste, oui. Réaliste, ça veut rien dire. Hein. Non. Réaliste, c'est descriptif, et Courbet n'est jamais descriptif. Naturaliste, oui. Et puis, c'est surtout, pour moi, à mes yeux, le début de la peinture moderne. Enfin, moderne en France. Je pense que, grâce à Courbet, on a abandonné tout ce qui était les ors, les pompes, les chics, tout le bastringue ornemental, etc. etc. Courbet a été un peintre moderne avant tout le monde. Il y a eu des régressions après. Je pense que Delacroix avait aussi ouvert la trappe. Après, il y a eu des rechutes. Paul Réberol, quand vous dites que Courbet est celui qui ouvre la porte, qui invente la peinture moderne, quel sens donnez-vous à cette peinture moderne ? Je ne donne pas de sens à ce mot, mais simplement je constate qu'il est la rupture avec la Renaissance, avec notre passé gréco-romain qui avait assez duré quand même. Hein. Donc il coupe avec ça, hein, et il s'en va ailleurs. Et cet ailleurs, c'est ce que nous sommes maintenant. Alors, peinture moderne, ça veut dire simplement que nous renonçons la peinture de mythe, voilà, d'histoire. Et puis aux règles académiques, en quelque sorte, qui ont sévi en France. Mais enfin, je vous ai dit, c'est largement entamé avec Géricault et Delacroix, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, il choquait beaucoup Delacroix. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que Delacroix disait qu'il voyait la nature avec un œil de vache. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ça me semble possible. Ça me semble possible et ça m'intéresse, même si c'est pas vrai. Hein, ça m'intéresse qu'on puisse dire quelque chose comme ça, dans la mesure où justement ça marque une profonde rupture avec les tabous qui précédaient, quoi. Les règles, oui, qui fondaient l'Académie des Beaux-Arts, ouais. Et la façon de tenir un pinceau. Et regarder la nature avec un œil de vache, c'est effectivement assez intéressant en même temps. Ça veut dire faire passer quelque chose... Je ne garantis pas l'authenticité de la citation, pas plus que celle qu'on prête à Courbet, qu'il commençait là où les autres s'arrêtent. Mais les deux choses me conviennent parce qu'elles correspondent à quelque chose de juste. Oui, parce qu'il y a un côté, il y a cette façon de faire passer les choses de la manière la plus directe possible, la plus abrupte, sans écran de la culture, sans écran justement de l'académie. Oui, oui. Et il y a chez vous aussi, Paul Réberol, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être, j'espère, parce que au fond,
qu'est-ce qu'on peut faire dans une existence de peintre, sinon avoir une attitude claire et sincère vis-à-vis de son époque. Le reste, on ne sait pas. Mais ça, on sait. C'est c'est un engagement moral de dire je vais être sincère, clair, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Je vais essayer d'être le plus ouvert possible et le plus franc possible, sans m'occuper des préceptes, quels qu'ils soient. Gaston Bordet, quand Courbet a-t-il rencontré Proudhon? On peut penser qu'il l'a rencontré dès 1848-49 à la brasserie Andler à Paris, qui était une brasserie où toute une équipe de poètes, de peintres se réunissait, et qui était un lieu de fermentation intellectuelle où on critiquait le romantisme ou le classicisme, et c'était une sorte de lieu privilégié du réalisme, et où il y avait pas mal de socialistes, et en particulier Proudhon. On pense aussi on est à peu près sûr que quand Proudhon a été en prison depuis juin 1849 jusqu'à juin 1852, pendant 3 ans, condamné pour outrage au prince-président, Courbet a été le voir en prison. Et il y a une peinture qui s'appelle L'incendie, l'extinction de l'incendie, qui est au Petit Palais à Paris, qui est chargée de symbolique proudhonienne. L'incendie, c'est l'anéantissement de la révolution de 1848, et il y a un jeune à genoux et une femme qui tient un bébé. C'est le représentant du peuple cher à Proudhon, quoi. Puis ensuite, ils se sont vus régulièrement jusqu'à 1863-64, où là, il y a une collaboration vraiment très très profonde, parce que Courbet fait une exposition en dehors du salon officiel. Il refuse le salon officiel parce que l'année précédente, il a eu une peinture qui a été flagellée par la badine de l'empereur sur indication de l'impératrice Eugénie. Ça représentait 2 femmes adipeuses, grasses, et qui, aux yeux de Courbet, représentaient et la luxure et l'excès de richesse et d'opulence de la cour des Tuileries. Et l'année suivante, Courbet a refusé de concourir pour le salon, et il a fait ériger un énorme baraquement le long de la Seine, pas loin de ce qui est maintenant le pont de l'Alma, et il y a exposé ses toiles, ses principales toiles. Et il a demandé à Proudhon d'écrire l'introduction. Mais Proudhon est très prolixe. Il a commencé à faire une préface de 10 pages, puis de 60, et c'est devenu un livre de 365 pages qui s'appelle Du principe de l'art et de sa destinée sociale. Et là, il y a une collaboration vraiment très très profonde entre Courbet et Proudhon. Courbet explique sa peinture, la signification sociale, qu'il a prise souvent chez Proudhon, et d'autre part, Proudhon enrichit en quelque sorte les conceptions artistiques, réalistes, sociales de Courbet. Une collaboration très 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 efficace, très intelligente, tendue, parce que parfois Proudhon dit Courbet ne voit pas très bien tout ce qu'il peut dire. Et lorsque Proudhon meurt en 1865, eh bien Courbet est anéanti. Il est ici, il est dans cette maison, il apprend la mort de Proudhon, il dit je me suis couché, j'ai vomi, j'étais malade, comme lorsque j'ai appris le coup d'État du 2 décembre 1851. Et ensuite on peut dire que par-delà la mort de Proudhon, la collaboration se continue, parce que Courbet va être, disons, ministre des Beaux-Arts de la Commune, enfin, et là, il représente tout à fait l'idéal des fédérés, cette majorité qui n'est pas d'accord avec la tendance marxiste qu'on retrouve dans la Commune. Mais là, la collaboration se continue. Courbet est en quelque sorte le ministre des Beaux-Arts de ce que Proudhon aurait voulu comme dans un gouvernement, quoi. Enfin, si tant est que Proudhon veuille un gouvernement, puisqu'il est contre tout pouvoir.